pense que pour réussir, alors réussir voulant dire mener le projet qu'on a en tête à bien, il faut pas être obsédé par le résultat, il faut plutôt être obsédé par le chemin. Et si tu mets les pieds sur un court de tennis avec la seule envie de gagner, mais tu ne prends pas plaisir spécifique à jouer, peut-être que si tu as de la chance, tu vas gagner 2-3 matchs, mais en tout cas, tu feras pas la carrière de Federer. Je pense qu'en réalité, la vie nous pose des problèmes et souvent, la vie nous apporte des solutions. Mais il y a une forme d'aveuglement qui fait qu'au lieu d'essayer d'écouter les solutions qu'elle nous pousse, on essaie de réfléchir dans notre coin, comme si, encore une fois, on était assez intelligent pour avoir réponse à tout. Mon père il disait il y a trop de cow-boys et pas assez d'indiens. À un moment donné, c'est bien gentil, mais que quelqu'un ait un rêve. Mais je peux te dire que chez Talentsoft, on a pu être quelques-uns à rêver. Heureusement que la grande majorité était là pour nous aider à exécuter le plan qui nous conduirait à notre rêve. Il y a une forme là aussi de prétention, comme si le monde nous attendait, on avait vraiment reçu une mission à la naissance. Moi, je crois qu'il faut faire ce que l'on fait très sérieusement et plutôt avoir un cœur de le faire pour le bien commun. Donc ça veut dire que vraiment, il faut prendre sa mission très au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sérieusement. Un petit message imprévu pour m'excuser d'avance auprès de toi auditeur, car lors de l'enregistrement il y a eu quelques bugs dus à la connexion internet qui n'était pas la meilleure de mon côté, et je tenais à te prévenir car la qualité d'écoute c'est important pour moi, donc des petits passages ont pu être impactés même si j'ai fait mon maximum pour les lisser au montage. Bien sûr cela n'enlève en rien la qualité de l'échange que j'ai pu avoir avec Alexandre. Sur ce, je te dis bonne écoute. Je me nomme Valentin Collin, vous écoutez L'Autre Voix et mon guest aujourd'hui est Alexandre Pachulski. Docteur en informatique spécialisé en intelligence artificielle, il choisit en 2001 de lancer sa première entreprise de consulting en ressources humaines, ce qu'il fait pendant 7 ans auprès de différentes grandes entreprises. En 2007, il cofonde l'entreprise Talentsoft qui propose un logiciel dédié au management des talents au sein des entreprises. Pendant 15 ans, il aura le rôle de responsable produit et participera à faire grandir l'entreprise pour qu'elle devienne un acteur phare dans le monde des RH, qui représente en chiffres 600 collaborateurs, 2000 clients de plus de 130 pays pour 11 millions d'utilisateurs. En 2021, avec ses associés, il choisit de vendre l'entreprise et se consacrer à d'autres projets. Si un mot devait caractériser Alexandre, ce serait partage. Ce passionné de l'humain consacre également son temps à réaliser des conférences et écrire des livres sur ses sujets de prédilection qui sont le rapport au travail et son évolution future, l'éducation et l'usage des technologies en société. Il a déjà sorti 2 ouvrages à destination du grand public aux éditions EPA, le premier s'intitulant Unique. Ici, la clé du monde de demain, c'était nous. Et puis le deuxième, Génération IA, 80 films et séries pour décrypter l'intelligence artificielle. Passionné de cinéma et de musique, il a sorti à la rentrée son dernier livre, Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat aux éditions Diatéino. Plus qu'un guide entrepreneurial, c'est un véritable carnet de voyage où il s'appuie sur son expérience de vie et ses références cinématographiques et musicales. Alexandre, bienvenue sur L'Autre Voix. Salut Valentin, Ravi de pouvoir t'accueillir. ravi également. Est-ce que cette présentation déjà te convient? Ouais, écoute, bon, c'est toujours Délicat. soi. Mais en tout cas, oui, le mot partage me parle et tu as bien cerné, en tout cas, ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin aujourd'hui et que je fais un peu toutes les choses que tu as décrites. Donc, c'est ce que on se disait juste avant. Moi, j'ai pu découvrir Alexandre via son livre Unique, notamment, qui vraiment m'a parlé sur plein d'aspects. Et puis justement, si j'en reviens, comme tu disais, ce qui te fait lever le matin, même avant d'approfondir des thématiques du livre en rapport avec le podcast, bah, qu'est-ce que justement ça t'évoque, toi? D'où ça vient un peu cette obsession de rapport, futur du travail, éducation, technologie. En fait,
ça vient vraiment ça fait très en thérapie, mais ça vient vraiment de l'enfance, puisque j'ai vraiment vu mes parents souffrir au travail, euh, leurs amis souffrir au travail. J'étais vraiment dans un environnement où le travail rimait avec asservissement. Et donc, assez jeune, voyant l'impact que pouvait avoir le travail sur l'humeur, la vie des gens, et donc l'impact finalement personnel, l'extension à la famille et autres, je me suis dit, ça peut pas être ça le travail. Donc, je n'avais pas idée de ce que je souhaitais faire vraiment. Moi, je me voyais plutôt dans une vie artistique, puisque pour moi, ça amenait de la liberté, de la créativité, du bien-être à ceux qui jouissent des œuvres en question, que ce soit la peinture, le cinéma. Et puis, finalement, j'ai eu un parcours de vie qui m'a amené à devenir entrepreneur. D'abord, presque, si je suis très honnête, pour créer ma propre expérience et être en contrôle, en maîtrise de mon expérience et donc ne pas subir ce qu'avaient subi mes parents, ma famille et autres. Puis petit à petit, de cette raison quelque part un petit peu égoïste presque, c'est devenu l'objet de mon travail, c'est devenu mon produit, mes services. Et c'est ce qui a guidé toute ma vie en voyant que j'étais pas du tout le seul à avoir cette notion cette peur du travail comme un asservissement, que c'était quand même largement généralisé et que l'époque demandait probablement autre chose. Et bon, je te parle de ça, c'était en 2000, donc c'était bien avant le Covid, le confinement et Mhm. la grande démission qu'on connaît aujourd'hui, comme certains médias l'appellent. Donc voilà, c'était il y a une vingtaine d'années que j'avais toutes ces réflexions en tête. Et donc, du coup, je vais commencer par le premier plan de ça sur le livre où tu vas commencer notamment sur comment définir un projet, par où on va dire un petit peu commencer, parce qu'on parle souvent de l'idée, la fameuse idée. Et toi, j'ai l'impression de justement à travers tes rencontres surtout, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup fait à travers ça. Il y a toujours une forme d'ouverture. Alors après, c'est toujours plus facile de le voir une fois que le temps a passé, hein, quand on a la Ouais. tête dans le guidon, c'est pas toujours simple. Dans ta manière de saisir les opportunités, euh, j'ai l'impression que tu es beaucoup à l'écoute, toi, de tes ressentis, et même ça se sent dans tes écrits. Comment ça se traduit, on va dire, si tu peux revenir, on va dire, au moment où tu prenais un Ouais. peu ces décisions. Écoute, bon, pour le coup, vraiment, et je ne digresse pas du tout, tu parlais Mhm. de mon amour du cinéma et de la musique. Pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? On va au cinéma pour suivre l'histoire que quelqu'un a écrite pour nous. Et Mm. cette histoire, c'est toujours un voyage d'un héros qui a une quête et il va y avoir 1000 obstacles qui se mettent sur son chemin et plus les obstacles sont importants et plus les efforts qu'il fournit pour surmonter ces obstacles sont importants, plus la tension est grande et plus le spectateur est captivé. Et finalement, à force d'être presque biberonné au cinéma, puisque vraiment à ma grande époque, je pouvais voir de 1 à 3 films par jour, j'en vois quasiment encore un par jour aujourd'hui. Tu as une appréhension de la vie. Alors, je suis fan de Claude Lelouch, qui est cité dans le premier chapitre de Startup Story. Le cinéma de Claude Lelouch, ça n'est que ça. C'est comment des rencontres vont permettre aux héros, finalement, de surmonter ces obstacles. Et les rencontres comme un vecteur de solution, un vecteur de résolution de problème, c'est quasiment, c'est comme de l'inception, c'est quelque chose qui s'est ancré en moi assez vite. Je pense qu'en réalité, la vie nous pose des problèmes et souvent, la vie nous apporte des solutions. Mais il y a une forme d'aveuglement qui fait qu'au lieu d'essayer d'écouter les solutions qu'elle nous pousse, on essaie de réfléchir dans notre coin, comme si, encore une fois, on était assez intelligent pour avoir réponse à tout. Donc moi, finalement, j'ai fait qu'une chose dans ma vie, en général, mais ma vie professionnelle, c'est de me dire, bon, j'aimerais bien atteindre ce but, voilà ma quête. Je vois assez bien les obstacles qui se posent à moi. Maintenant, quelle situation, quelle personne va pouvoir m'aider à les surmonter. Et la vie a été assez clémente pour effectivement mettre sur mon chemin des gens qui, à un moment donné, m'ont dit, tiens, et si on créait cette boîte ensemble? Tiens, et si on allait découvrir telle conférence? Tiens, voilà un livre qui pourrait t'intéresser.
Et c'est vrai que finalement, comme le dirait très bien Édouard Baird dans Astérix et Obélix de Chabat, c'est une histoire de rencontre. Mm. Mais c'est vrai que cette passion des rencontres, c'est d'abord la croyance que la vie va t'apporter les réponses à tes questions. Voilà. Donc, tu vois, ça paraît presque un peu candide, ça peut paraître même pour certains de tes auditeurs stupide. Moi, c'est une conviction forte, Mhm. c'est une croyance, puisque je ne peux pas Non. prouver que Mhm. c'est vrai. Mais quelque part, du haut de mes 48 ans, je peux un peu prouver que ça a fonctionné pour moi. Ouais, Voilà. voilà. Mais bah, justement, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, des fois, on peut être beaucoup dans sa tête et des fois, il y a des personnes auxquelles je m'adresse qui, bah, justement, sont des fois un peu perdues professionnellement ou qui cherchent ou qui, on parlera après, notamment d'entrepreneuriat. Mais bah, des fois, c'est ce que je peux déjà, moi, partager dans le cadre de mon job actuellement ou sur ce podcast. C'est des fois, justement, à trop être dans la tête, du coup, ou de se dire, bah, ça va venir que de moi. Effectivement, et même moi, je m'ouvre petit à petit à ça. Ben, des fois, de dire, ouais, non, mais je suis pas le centre de la planète C'est et, ça. et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a résolu le problème auquel je fais face, quoi. En fait, les neuroscientifiques, bon, une fois qu'on passe, je le disais de façon presque provocatrice, on parle de convictions ou de croyances en disant, bon, je sais pas trop. Non, je sais pas trop, mais en réalité, il commence à y avoir de plus en plus de preuves Mhm. Ouais, bah oui. qui montrent que, donc, si on prend par exemple les neurosciences, si tu te lèves, bah, moi j'appelle ça le phénomène Twingo. Je me souviens quand la Twingo, la première Twingo est sortie, ma meilleure pote en a acheté une. Et à partir du moment où elle me parle de cette Twingo, je ne vois que des Twingo dans la rue. Et on peut en faire expérience ensemble. On peut Ouais. parler de n'importe quelle voiture. À partir du moment où on en a parlé, on va en voir davantage dans la rue. Est-ce qu'il y en a davantage qu'hier? Bien sûr que non. Mais notre attention, Mm. notre conscience va justement être alertée par cet objet dont on a parlé ensemble, donc qui s'est positionné dans notre conscience. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit pour un marteau, tu ressembles à un clou, c'est qu'à partir du moment où tu commences à mettre certains éléments dans ta conscience, mais finalement, tu vas être alerté, tu vas recevoir des notifs Mm. que ces éléments sont en dehors. Donc si tu te dis, des gens vont m'aider, des solutions vont émerger, tu te lèves en ayant finalement qu'une chose à faire, c'est guetter. Si tu te dis, oh là là, j'ai un gros problème, donc il faut que je m'enferme effectivement et que je conçoive ça tout seul, bah, de facto, tu n'es pas attentif à ce qu'on peut te présenter puisque tu es convaincu que ça se joue à l'intérieur de toi-même. Donc, ça, les neuroscientifiques en parlent assez bien. C'est tous les travaux autour de la pensée positive, évidemment, qui est plutôt anglo-saxonne, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ce qui pouvait paraître extrêmement candide il y a 10 ans, voire extrêmement nébuleux il y a 20 ans, commence à être de plus en plus démontré. Et donc, il me semble intéressant d'aborder les choses. Encore une fois, l'humilité, je pense que c'est, à mon avis, actuellement, un des facteurs clés de bien-être et de réussite, puisque la période est tellement incertaine. On vit des choses quand même, honnêtement, moi, que je n'aurais Inédite. jamais pensé vivre, et sur un laps de temps relativement court. On ne pensait pas connaître la guerre en Europe, on ne pensait pas être confiné, j'en parle même pas, puisque un mois avant que ça arrive, quand des gens commençaient à en parler, on leur riait au nez en se disant que ça ne se peut pas. On a quand même un certain nombre de choses qui, sans parler du réchauffement climatique, qui créent une forme d'état de sidération. Mm. Donc face à ça, il faut quand même se dire, bon, clairement, il va falloir être à l'écoute de nouvelles solutions et on ne va pas créer ces solutions seules. Donc l'écoute, oui, la collaboration, oui, et l'humilité, c'est un peu en tâche de fond ce qui va permettre tout ça, quoi. Justement, pour faire écho à ça, sur aujourd'hui, l'entrepreneuriat, que ce soit solo, que ce soit via les startups, hein, que ce soit via d'autres formats, c'est devenu cool. À ton époque, c'était moins cool. Où tu as commencé, en tout cas. Tu parlais des années euh, entre 2000 et 2010 notamment. Euh, D'où est-ce que ça vient, selon toi? Est-ce que c'est justement, on parlait d'unicité, de singularité. Est-ce que c'est un besoin d'exprimer son unicité et que les entreprises, entre guillemets, classiques n'ont pas pris le virage ou sont en train de prendre le virage? Écoute, effectivement, l'entrepreneuriat.
Il y a 20 ans, j'ai un doctorat, donc je suis bac plus 8, et je me lance dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même, grosso modo, même si j'ai un environnement socio-affectif extrêmement encourageant, les gens m'ont plutôt regardé, genre, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Parce que Mm. il est censé aller travailler dans une entreprise. Le rapport au risque, il est multiplié par 1000 à cette époque-là quand tu te dis, mais moi, je crée mon truc. Mm. Évidemment, tu gagnes moins d'argent, bah, tu galères. Là où les potes qui faisaient le doctorat en même temps que moi, bah, à l'époque, ils allaient chez Valtech, ils gagnaient tout de suite 3 000 € par mois. Et puis, bah, c'était un peu une forme d'accès rapide à une sorte de modèle collectif qu'on avait érigé. Tu as Niveau un de bon vie. job dans une bonne entreprise et puis du coup, bah, tu vas être heureux. Bon. Mm. Alors, il y a 1000, là, je pourrais répondre, je vais faire court, je te rassure, mais en 1000 heures à ta question parce que, évidemment, c'est pas qu'un phénomène, il s'est passé 1000 choses à la fois. Il s'est passé d'abord que l'avènement du digital a fait que là où c'était compliqué de créer une entreprise, c'était compliqué de créer des produits, des services, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc c'est vrai de tout, hein. C'est vrai pour faire de la musique, bah, c'est vrai pour faire un podcast et se parler à distance. Bon, je vais pas revenir là-dessus, là, tout ça est archi su. Donc ça, tout d'un coup, ça rend déjà la chose possible là où maintenant, avec 1 € tu crées une entreprise. Avant, avec 1 €, bah, tu faisais comment? Tu pouvais même pas Mm. créer de produits, c'était pas simple. Le tertiaire n'était pas aussi développé, ainsi de suite. Ensuite, euh, le modèle pour gagner beaucoup d'argent, en tout cas, quand je suis sorti de la fac, c'était le modèle des traders. Voilà, tu allais faire de la finance, tu allais à la City, tu mettais un costard. Et ça, c'était carrément empreint de l'imaginaire Wall Street à Dallas des années 80. On était Mm. le yuppie en plein dedans dans cette figure-là, après qui a un peu mal tourné avec American Psycho et Christian Bale, écrit par Bret Easton Ellis. Euh, donc, tu as tout d'un coup un imaginaire qui se dit, ben, finalement, le nouvel endroit pour faire beaucoup d'argent, c'est peut-être pas la finance, c'est peut-être l'entrepreneuriat. Parce que tu as Mark Zuckerberg, parce que tu as en France des Blablacar qui émergent, des grands joncs Simoncini, et un récit qui commence à se tisser autour du self-made man, self-made woman, c'est plus rare encore aujourd'hui à tort, euh, et qui permet ben, de devenir riche, quoi. Mm. Donc, aujourd'hui, le problème justement sur cet entrepreneuriat qui est devenu, et tout ça dans un cadre, et là je peux t'en parler effectivement en long, en large, en travers. 2007, on crée Talentsoft, on veut lever un premier million qui nous coûte extrêmement cher et qui est extrêmement difficile à obtenir. Et il y a encore, alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a encore 12 mois, tu crées un PowerPoint, tu avais fait une école de commerce ou d'ingénieur, et tu allais voir un fonds d'investissement et te donner ton million avant même de savoir si tu allais rapporter 1 €. Donc, quand tu cumules ça plus l'incertitude actuelle, comme j'en parlais, avec essentiellement environnementale, qui te fait dire, bon, bah, de toute façon, euh, le rapport au risque à aller dans une entreprise, me faire salarier, bon, de toute façon, dans un environnement où du jour au lendemain, on peut se retrouver confiné, il n'y a plus Mm. d'électricité, bah, en fait, ça te fait complètement revoir ta notion de risque, ta notion de projection, ta notion de carrière, ta notion de temps long. Tout est à revoir parce que ça a quel sens de créer un projet de carrière sur 15 ans aujourd'hui? Donc, quand tu cumules ça plus une bonne quinzaine d'autres facteurs, bah, créer son entreprise, finalement, un, c'est pas plus risqué que de te faire de te salarier. Deux, il y a un mythe qui te fait dire tu vas arriver plus rapidement à t'éclater, à devenir riche. Bon, c'est évidemment faux. Parce que si c'était si simple de créer une entreprise et de réussir, bon, ça se serait quand même. Par contre, c'est un nouveau récit. Voilà, un nouveau récit collectif. Mm. Moi, je pense que c'est quand même positif. Parce que derrière ça, justement, on parlait du rapport au risque, du rapport au travail. Il y a une émancipation des gens par rapport au travail, le simple fait qu'on puisse aujourd'hui effectivement travailler, s'habiller comme tu veux, dans des horaires plus souples, de chez toi. Bon, bah, évidemment, est-ce que par rapport à la vie de nos parents ou grands-parents, le travail est moins pénible? Oui. Maintenant, ça touche combien de personnes? Et Mm. c'est là où il y a un énorme warning. On parle de combien de pourcentage de la population active. Et donc, si tu vis dans le 9e arrondissement, tu vas croire que c'est ça le travail. Mm. Il suffit vraiment de faire quelques mètres. Moi, j'avais un problème avec SFR, j'étais dans une boutique, et pendant qu'on parlait, le manager lui a fait un petit rappel à l'ordre au gars à qui je parlais.
Et le gars a dû pointer, se faire prendre en photo. Alors, je ne suis pas contre SFR, je pense qu'il y a même chose chez Orange et Free. Hein. Oui, oui. Mais pour dire que il devait pointer, prouver que c'était bien lui et pas un collègue qui prenait sa place. Et puis, bah, pas question de télétravail, parce que quand tu travailles dans une boutique, bah, le télétravail, c'est bien gentil, mais ça va pas trop le faire. Et puis, je pense pas qu'il gagne 3 000 euros par mois. Et je pense pas, du coup, qu'il puisse vivre au cœur de Paris, et ainsi de suite. Donc, le récit, il est à peu près, à mon avis, aussi inatteignable, et il concerne à peu près autant de gens que le récit des traders en 2000. Hmm. C'est juste qu'il a changé, et qu'effectivement tout l'écosystème a changé, et que quand le président Macron met un sweat à capuche en disant bah voilà, moi aussi je fais partie de la bande un peu des start-upers entrepreneurs, et que tu as la Station F, que tu as l'école 42, que tu as tout ça, oui, il y a un environnement qui est plus porteur, tu as un gouvernement qui est plus porteur. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment, la vraie bonne question, c'est de dire, ok, mais moi, déjà, est-ce que j'ai l'âme d'un entrepreneur? Ouais. Puis je veux faire quoi? Et je veux résoudre quel problème? Je suis prêt à y consacrer combien d'années de ma vie? Et est-ce que je vais fédérer? Hmm. Et est-ce que c'est ça ma vie? Voilà, tout Hmm. simplement. Plutôt que de faire ça un fantasme, on va dire, ultime, comme le nouvel Ah oui, Eldorado. Et je pense que tu peux être salarié et très heureux hmm. si ton job te permet de déployer des comportements, de suivre, de coller à des valeurs qui sont les tiennes. Et moi, je connais plus de gens Hmm. qui, comme le disent, ils ont l'âme d'un exécutant. Hmm. Et là où parfois, justement, dans certains arrondissements, c'est vu comme une tare, mon père il disait il y a trop de cow-boys et pas assez d'Indiens. C'est qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais que quelqu'un ait un rêve. Mais je peux te dire que chez Talentsoft, on a pu être quelques-uns à rêver. Heureusement que la grande majorité était là pour nous aider à exécuter Hmm. le plan qui nous conduirait à notre rêve. Et donc être un bon exécutant, voulant dire quelqu'un qui va se mettre au service du rêve d'un autre, mais le faire, encore une fois, en mobilisant des compétences, des valeurs, et dans un environnement qui lui correspond, il y a de quoi être très, très, très heureux. Par contre, Hmm. il faut bien choisir son environnement, son job, et effectivement, pas se tromper de culture d'entreprise, parce qu'on peut aussi avoir un super job dans une culture dégueulasse, et inversement. Justement, comment toi, tu as personnellement exprimé un peu cette unicité-là au sein de cette dernière expérience, hein, qui était Talentsoft, où je reprends le mot qui avait été cité une fois en tant que conciliateur, en tant que justement celui qui va justement être un peu inter en personne. Écoute, moi, ma plus grande force finalement, c'est d'avoir toujours été autodidacte. Mhm. Parce que, tu sais, le think out of the box des Américains, donc penser hors de la boîte, c'est-à-dire penser hors du cadre de pensée qu'on a tendance à t'imposer. Euh, c'est pas si simple. Tu fais 5 ans d'études, on te formate d'une façon. Et donc, on t'apprend à régler les problèmes d'une certaine façon. Tu arrives dans le monde du travail, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets à disposition justement tout ce que tu as appris, et on te dit non, 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 mais attends, il faut innover, il faut un peu penser hors de la boîte. Ok, mais pendant 5 ans, on m'a mis dans une boîte. C'est pas si simple. Mhm. Euh, alors moi, j'ai fait des études, mais qui n'étaient jamais en lien avec ce que j'ai fait professionnellement. Donc moi, j'ai un doctorat en informatique en IA. Je crée un cabinet de conseil en ressources humaines avec un psychiatre qui a 20 ans de plus que, 15 ans de plus que moi. Et puis quand je commence à savoir ce que je raconte en tant que consultant, président de mon entreprise dans les ressources humaines, je me retrouve patron produit d'un éditeur logiciel. Euh, et donc, la force de l'autodidacte, c'est que précisément, vu que l'on ne t'a pas appris comment tu es censé régler les problèmes auxquels tu es confronté, tu es obligé d'aller chercher à l'intérieur de toi et à l'extérieur avec justement toutes les lectures, rencontres, toute la Ressources. curiosité justement qui est pour le coup une compétence indispensable quand tu es autodidacte. Sinon là, je pense que tu n'es pas bien. Mais en fait, tu t'appuies sur tes convictions, tes croyances, tes valeurs, Mhm. parce que sur ton vécu, tes expériences personnelles et professionnelles, parce que évidemment, on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, bah, assez naturellement, tu es toi, puisque tout ce que tu mobilises s'appuie beaucoup sur toi. En l'occurrence, comme je te le disais, étant donné que je voyais le travail comme un asservissement et que j'avais vu justement tant de gens étouffés qui avaient tant de choses à dire qu'ils ne pouvaient pas, bah, tu peux presque conclure à ma place ce que je vais te dire là. Qu'est-ce que je fais en arrivant chez Soft? Et ben, je vais permettre aux gens de s'exprimer. Je Mhm. vais les écouter pour savoir ce qu'ils ont à raconter quant à la résolution d'un problème auquel on est confronté. Et je vais m'entourer de gens non pas qui ont les mêmes diplômes que moi, non pas
qui ont fait 10 fois ce qu'on leur demandé de faire. Qui plus est, quand tu crées une startup dans les RH en SaaS en 2007, de toute façon, bon courage pour en trouver. Je vais mobiliser des gens qui ont la même envie que moi. Mhm. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, et encore une fois, c'est du bon sens, je ne prétends rien d'autre, hein. Mhm. Bah, je vais m'entourer de gens avec qui je vais avoir plaisir à résoudre ces problèmes. Parce que finalement, si quand on se retrouve le matin, on se dit, ah cool, je suis content de les retrouver, tu as fait la moitié du chemin. Mhm. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout est plus fluide, tout est plus naturel, tu es plus enclin à faire des efforts, tu es plus enclin à travailler davantage, tu es plus enclin à faire confiance. Et donc, ça s'est bâti comme ça, par chance, mes deux associés, qui venaient d'environnements extrêmement différents, avaient aussi souffert au travail très différemment, Mhm. et avaient cette envie de s'éclater, de prendre du plaisir dans ce qu'ils faisaient et que les gens en prennent. Et c'est devenu finalement une forme de... C'était au cœur de notre culture. C'était que si on prenait pas plaisir à ce qu'on faisait, ça n'en valait pas la peine. Et c'est vrai que je pense que pour réussir, alors réussir voulant dire mener le projet qu'on a en tête à bien, il faut pas être obsédé par le résultat, il faut plutôt être obsédé par le chemin. Et si tu mets les pieds sur un court de tennis avec la seule envie de gagner, mais tu ne prends pas plaisir spécifique à jouer, bah, peut-être que si tu as de la chance, tu vas gagner deux, trois matchs, mais en tout cas, tu feras pas la carrière de Federer. Voilà. Et où c'était qui avait dit justement, je sais plus si c'était André Agassi ou qui à un moment donné détestait son sport. C'était dans, je crois, dans sa biographie Open. Enfin bref, et qui ça rejoint un peu une citation que j'aimais bien qui dit si dans tous les cas ton résultat, tu sais pas si tu vas l'atteindre, même si tu donnes le paquet, peut y avoir une situation qui fait que bah, ça tout se pète la tranche, mais si t'as pas pris de plaisir, bah, t'as perdu sur les deux plans. T'as ni atteint ton objectif, ni profité du chemin, quoi. Exactement. Et donc, en fait, et moi qui continue de me lancer sur des aventures diverses et variées, parce que même si, comme tu le disais, je suis un peu plus vieux que toi, je suis pas assez vieux pour ne plus avoir de rêve et ne plus avoir de quête. Hmm. Euh, Finalement, plus le temps passe et plus je porte attention à la qualité du chemin et au plaisir que je prends sur ce chemin, et de moins en moins à l'atteinte du résultat à tout coup, parce que j'ai vraiment appris, maintenant je suis certain, c'est ça qui amène le résultat. Et moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan de foot, personnellement, je ne connais rien, mais dans la Coupe du Monde 98, ce qui me semblait assez différent de celle de 2018, Hmm. c'est qu'en 98, on sentait quand même un plaisir quasi naïf Hmm. de jeu, avec un Aimé Jacquet qui avait vraiment à cœur que il y ait une équipe qui vive quelque chose, une expérience ensemble, et du coup qui la fasse vivre aux autres. Il y avait peut-être un peu plus de naïveté, parce que c'était différent, pas le même rapport à l'image, aux réseaux sociaux, à tout ce que tu Hmm. veux, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais qui fait que bah, ils en sont quand même arrivés là, presque étonnés eux-mêmes de ce résultat. Là où j'ai trouvé qu'il y avait moins cet étonnement en 2018, qu'il y avait un peu plus une attente, le résultat a été le même, mais en ce qui me concerne, ça m'a un peu moins touché. Ils Hmm. m'ont un peu moins touché. Et moi, je suis de plus en plus sensible à des gens qui ont une forme de plaisir candide et naïf à mener une aventure ensemble. Et je suis de plus en plus persuadé que cette apparente naïveté est une force hallucinante, en fait. Justement, des fois, on peut s'accrocher ou dire ouais, mais si j'atteins pas ce résultat-là, ouais, mais si, admettons, et un peu une forme de gravité dans la situation, que ce soit un projet C'est X, ça. Y ou personnel. Et des fois, enfin, ça a pu être dans le passé pesant, lourd, chiant. Et, et je me dis, ah, calme-toi, quoi. Enfin, faut aussi redescendre la pression. Oui, et puis vraiment, Valentin, ça c'est essentiel dans la période dans laquelle on est. Hmm. Je ne le dis pas par démagogie, hein. Je le pense sincèrement. Rares sont les gens, en tout cas dans mon environnement, et à commencer par moi, qui sauveront des vies. C'est-à-dire qu'autant j'avais vraiment à cœur que le quotidien des gens soit moins pénible, mais que j'échoue ou que je réussisse, moi, mon plus grand problème, c'est qu'il y avait 600 collaboratrices et collaborateurs qui dépendaient de nous. Hmm. Ça, c'était mon premier concern. Après, il y avait 2000 clients. Donc, il y avait toute une chaîne de personnes qui dépendaient de toi. Hmm. Mais le monde n'attendait pas après nous. Hmm. Le monde ne reposait pas sur nous. Et finalement, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ça m'a fait rire justement, c'est qu'il disait, en fait, faut vraiment ramener de l'humour dans tout ce qu'on fait en se disant, bon, je veux dire,
rares sont les gens qui sont en train de sauver des vies, quoi. Donc, il y a une forme là aussi de prétention, comme si le monde nous attendait, on avait vraiment reçu une lettre de mission à la naissance. Moi, je crois qu'il faut faire ce que l'on fait très sérieusement et plutôt avoir à cœur de le faire pour le bien commun. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut prendre sa mission très au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sérieusement. Hmm. Tu sais, je crois que c'est Lao Tzu qui disait ça, qu'il fallait prendre les choses légères avec le plus grand sérieux et les choses sérieuses avec une grande légèreté. Parce que finalement, je crois que si la rigidité bloque Hmm. énormément de choses, la remise en cause, la fluidité dans les relations L'intuition. interpersonnelles, l'intuition évidemment, qui ne Hmm. peut venir que parce que tu as un certain niveau de détente. Donc, l'humour est une façon de détendre un peu tout et ça peut être vu comme de la nonchalance. Moi, je pense qu'il y a un paquet de gens qui le prennent vraiment comme une forme de gars qui surfaient sur les trucs. Ce qui n'était pas du tout le cas, c'est que moi, finalement, quand je suis stressé, parce que justement, je me suis fait un peu piéger par l'attente d'un résultat en me disant pourvu que la seule chose que j'avais à ma disposition pour désamorcer l'affaire, c'était un peu Hmm. l'humour, quoi. D'accord, hein. J'ai déjà eu ce genre de remarques dans le passé aussi perso, genre où on parlait de quelque chose d'assez, pour la personne en face, assez grave. Elle me dit, puis moi je commence un petit peu à sourire, à rigoler. Elle me dit, ah bon, ça te fait rire? Je dis bah oui, parce que c'est quand même plus sympa de le prendre avec un sourire que, Ouais, bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et- mais ok. En tout cas, avis partagé là-dessus. Justement, pour et un deuxième volet que je voulais aborder, qui était le côté exécution. Tu parlais juste avant, j'ai retenu une phrase, je me suis noté très fortement, qui est enfin, je l'ai résumé par qualité d'exécution égale qualité des résultats. Euh, c'est vrai que parfois, enfin, j'analyse juste moi vis-à-vis de ce que je peux réaliser, hein, parfois, ou d'autres personnes qui pourraient se situer, dire, ah bah tiens, j'ai des idées, mais j'ose pas, on va dire, les mettre en œuvre, ou des fois peut-être parce qu'on est moins bon, entre guillemets, dans Mmh. l'exécution. Et justement, c'est aussi, par rapport à ce que tu disais, rien regretter à la fin de sa vie, parce que ce n'est que la conséquence finale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ne pas tout miser sur le résultat. Mais si tu sais, ça revient si dans l'abstraction, les gens qui en bavaient toute leur vie en attendant la retraite. Ouais. C'est une abstraction de ce qu'on est en train de se dire. Je pense on sait, nous, qu'on ne peut plus vivre comme ça, puisque, un, la retraite n'est pas assurée, deux, dans quel état on sera, dans quel monde on sera. Donc, prendre plaisir à ce qu'on fait là maintenant. Alors, ça revient aux travaux d'Eckhart sur le pouvoir du moment présent. Et c'est pour ça que finalement, je pense aussi qu'il y a une forme de phénomène de mode autour de tout ce qui a trait à la méditation, au Mhm. yoga, mais parce que il y a une clé derrière qui est directement lié à la présence, au fait de vivre au présent. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est même plus de l'ordre du spirituel, mais qui est de l'ordre d'une sorte d'hygiène de vie dans un monde où effectivement, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver demain. Mhm. Et c'est évidemment extrêmement anxiogène, hein. Là, je rentrais avant le podcast, j'étais dans la rue, une file qui est organisée maintenant par la police pour aller faire de l'essence, enfin, pas Mhm. faire le plein, pardon, pas de l'essence. Euh, bon, bah, voilà, c'est quand même, c'est pareil, merde, les choses deviennent quand même, le monde tout devient compliqué en ce moment. Mhm. Et donc, pour autant, eh ben, puisqu'on peut ne rien y faire, ni toi ni moi, sur le fait qu'il y ait une pénurie, on peut rien. Malheureusement, toi et moi, je ne crois pas qu'on ait une énorme capacité d'action sur ce qui se passe en Ukraine. Mhm. Voilà, la question, c'est finalement, on est dépositaire de quoi, toi? Bah, toi, tu réponds, tu fais un podcast, tu Ouais. essaies de transmettre quelque chose. Moi, je réponds, j'essaie Ouais. d'écrire des bouquins. Ils touchent 20, 200, 2000, 20 000 personnes, j'en sais rien. Mais Mhm. la question, finalement, qui importe, c'est, bon, ben, moi, je peux faire quoi? Voilà, moi, je peux pas nettoyer les mers, je suis pas président de la République. Bah, j'arrive vaguement à écrire des livres. Go, allez, je vais essayer de faire ça. Et je crois que quand tu te ramènes aussi, c'est pas un manque d'ambition. Vraiment, j'en suis certain aujourd'hui, c'est pas un manque d'ambition. C'est plutôt cette quête d'alignement et de Mhm. te dire qu'est-ce que je peux faire moi, voilà. Et on peut pas tous faire la même chose. Cette démagogie. Quand il y a eu un champ lexical autour des super-héros, ça m'a vraiment énervé parce que deviens le super-héros de ta propre vie et tout. Mais c'est pas vrai. On n'est pas tous des super-héros. C'est plus intéressant de se ramener à Forrest Gump qu'à Superman.
Parce que finalement, moi, je me sens plus proche de Forrest Gump en étant différent, en ayant l'impression d'avoir plein de handicaps. Je ne sens pas du tout de super pouvoir. Par contre, je sais aujourd'hui que ce qui peut être vu comme un handicap est en réalité, effectivement, ce que j'avais appelé une singularité, c'est-à-dire quelque chose qui va me permettre de voir le monde différemment. Et c'est en ça que toutes et tous autant qu'on est, voilà, quel est notre prisme, notre angle de vue sur le monde. Et du coup, bah, avec cet angle de vue, on peut prendre quelle photo, quoi. Et Mm. cette photo bah, contribuera à une grande fresque, finalement. Oui, on verra à Je la crois fin. pas, je crois pas à grand. Vraiment, encore une fois, hein, je vais peut-être décevoir un grand nombre, et à commencer par toi, de tes auditeurs, mais moi, je crois que vraiment, il faut se ramener à des choses assez simples. Parce que si tu veux, moi, de la même façon, les grandes théories, les choses inaccessibles, les idéaux, il en faut. Mais ce sont des buts inatteignables qui doivent le rester. En revanche, au quotidien, il y a vraiment cette notion de, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux et qu'est-ce que je peux faire d'intéressant aujourd'hui, quoi. Mm. Bah, certaines fois, tu parlais d'ambition et bah, le podcast aussi, mais vocation justement de parler de ça, mais souvent bah, le terme ambition peut amener un format de pression aussi. Ouais. Dire ouais, mais si j'atteins pas ça, on parlait de résultats juste avant. Mais c'est pour ça que je dis, bon, enfin en tout cas moi, ce qui m'inspire, c'est d'aider aussi les autres à accomplir leurs vraies ambitions. Mais une ambition, elle peut être, comme tu dis, tous les jours, ça peut être une maman qui élève au mieux ses enfants, ça peut être une ambition d'harmoniser, moi je le vois avec ma compagne qui est, sa mission numéro une, c'est d'harmoniser nos relations dans la famille, Mmh. qui est un challenge aussi. Euh, ou ça peut être aussi très bien, comme on parlait d'entrepreneuriat à ce niveau-là, mais ça peut être aussi à une toute petite échelle. Comme tu dis, moi, je pense que ça va lâcher, au-delà de même peut-être du viser de décevoir. Bah justement, moi, je trouve que ça me fait prendre du recul par rapport à une expérience de vie aussi et de me dire, bah, voilà, après, c'est quotidien, c'est à se le rappeler. C'est pas, ça y est, on se l'est dit, c'est parti. Ta mission, ça peut être ton action du jour, le petit truc qui fera progresser comme avec bah, tes compétences, tes qualités, tes forces. Et si ça Ouais, avance là-dedans, ça avance. Puis ça avance pas, ben, ouais, moi, je crois que je crois que ça fait du bien aussi à un moment donné Mhm. de regarder les choses de cette façon-là parce que on parlait de l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que ça contribue d'une certaine façon un peu à ce mythe du super-héros, c'est-à-dire, voilà, on est tous amenés maintenant à être entrepreneurs, à sauver le monde. Faut arrêter, quoi. Mhm. C'est pas vrai du tout. Finalement, des gens qui ont vraiment l'âme d'entrepreneur, j'en connais peut-être pas tant que ça. Mhm. Et puis, Dieu merci, on n'est pas obligé de tous essayer de sauver le monde, quoi. Donc, Mhm. euh, c'est important parce que moi, il y a une sorte de pression inconsciente. J'appelle ça la dictature du bien, quoi. C'est-à-dire Mhm. qu'effectivement, maintenant, on va tomber dans un extrême inverse en disant, alors toi, comment tu sauves le monde finalement? Tu crées quoi? Ah bon, simplement, tu été dans une boîte, tu exécutes le truc d'un autre. Putain, c'est bizarre. Donc, il faut vraiment se ramener à des choses avant de s'accepter, apprendre à se découvrir. Et malheureusement, moi, ça a été un de mes gros manques à l'école. On m'a pas appris à me découvrir. Et je pense que l'école n'a rien à faire de plus important que d'aider les enfants à les aider à se découvrir. Donc ça, c'est l'école finlandaise, c'est l'école plutôt des pays nordiques, où le but est d'arriver à savoir comment tu es heureux, comment tu ne l'es pas. Et puis en fait, ça va conduire toute ta vie. Nous, on essaye quand même d'être heureux par un modèle exogène en ayant un métier, de l'argent, une maison, je ne sais quoi, et sans jamais se demander, mais au fait, moi, j'aime quoi? Et Mhm. c'est assez étonnant. Donc je pense que c'est un peu ça qui est en train d'exploser aussi en ce moment, y compris au niveau de l'éducation. Justement, avant de rebondir sur l'éducation, j'avais aimé une chose une fois qu'on m'avait dit, c'était ton projet, peu importe de quelle nature il soit, la première vie que ça doit impacter, ton projet, c'est la tienne. Ouais, ouais, ben ça, Et, ah, c'est ce que je te disais sur la motivation quasi égoïste au démarrage de l'entrepreneuriat pour moi. Mhm. Euh, faut oser le dire, parce que finalement, c'est pas honteux non plus. On fait Non, beaucoup de choses pour nous. ah bah, clairement. Bah, tu peux même devenir entrepreneur pour toi. Je pense que ce qu'on appelle évoluer ou mûrir, c'est qu'à un moment donné, il me semble, il y a une forme de devoir. Bah, c'est ce qu'on voit avec les enfants. Les enfants peuvent être assez égoïstes quand ils sont petits, et puis
finalement, grandir, c'est un peu s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, et puis se dire, bon, bah, il y a mon besoin, mais je suis un peu obligé de peser la valeur de mon besoin par rapport à celui des autres et de ceux Mm. qui sont autour de moi. Mais finalement, on est en train de parler de ça. Donc, commencer par soi n'est pas une mauvaise chose. Il y a même un proverbe qui en parle, hein. Mais je pense qu'il y a aussi, voilà, compte tenu de l'état actuel de la planète, une forme de responsabilité, de devoir, t'appelles ça comme tu veux, Mm. de regarder à notre mesure ce qu'on peut faire. Et voilà, si on peut pas beaucoup, on peut pas beaucoup. Si on peut plus, on fait plus. Mais quand même, il y a une forme de mouvement extérieur à regarder ce qui se passe autour. Mm, mm. Justement, je fais, c'était pas forcément prévu que j'aborde ça, mais tu parlais d'éducation, Ouais, et je peux pas m'empêcher d'en parler parce que j'ai, à titre personnel, deux enfants, donc un garçon de 4 ans et demi et une petite de 6 mois. ok, Et félicitations. merci. Quel est ton investissement justement au sein de l'autre école, une Alors, école que tu as écoute, aidée? écoute, d'abord, moi, j'ai contribué Mhm. à la création de cette école dont je ne suis pas le cofondateur, hein. Mhm. C'est Lionel Sayac qui l'a créée, que j'ai rencontré un soir dans un café parisien par des amis d'amis d'amis d'amis, parce que moi, je voulais créer une école, Mhm. parce que c'était au moment de l'écriture d'Unique, et tu as lu, donc comme tu le sais, le premier chapitre parle d'éducation, Ouais. mais au début, il ne parlait pas d'éducation. Au début, le livre devait s'appeler Travailler, virgule, demain, et ça ne parlait que du futur du travail et de comment on devrait aborder les choses. Et plus Mhm. j'écrivais ce livre sur le futur du travail, plus je me disais, mais en fait, je suis en train de demander à des gens qui ont été élevés d'une manière X de développer un comportement Y. C'est pas parce que j'écris ce livre et qu'ils vont le lire que ça va faire changer un logiciel qui date de 20, 30, 40 ou 50 ans. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il faudrait commencer à l'école, évidemment. Donc, ce Mandela qui disait qu'on change une génération, on change le monde. Je me suis dit, bon, bah, je vais créer une école. Bon. Je me mets en quête, puisque j'ai aucune idée comment créer une école. Je rencontre une cinquantaine de personnes. C'est comme ça que j'ai rencontré Lionel. Lionel avait le projet que j'avais en tête. Quel projet? Projet où d'abord, on recrée de la diversité et la mixité. Parce que le problème aujourd'hui des écoles dites alternatives, dont les Montessori, c'est que ce sont des écoles qui demandent aux parents beaucoup d'argent. Un investissement. Donc forcément, ça n'amène pas forcément beaucoup de diversité et de mixité. Donc mon premier projet était de dire, il faut que ceux qui peuvent payent pour ceux qui peuvent pas. Et donc c'est le cas de l'autre école. Il y a des élèves boursiers qui ont une bourse de 300 euros pour rentrer, et il y a des élèves Mhm. dont les parents ont payé des milliers d'euros par an. Donc ça, c'est la première chose, c'est créer de la diversité, diversité aussi de pédagogie, donc un syncrétisme avec du Steiner, du Freinet, du Montessori, du De Crowley, parce que il y a des bonnes choses dans chaque Ouais. pédagogie, qui date d'ailleurs du début du XXe, et ce sont des choses, euh, voilà, il n'y a pas la vérité que dans une ou que dans l'autre. Et puis, avec cette idée d'autonomie, le placer au cœur de l'éducation, comment rendre les enfants autonomes. Donc, ça veut dire tout ce qui est là, Ouais. se découvrir. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai amené du capital Ouais. pour que ça se crée. J'ai aidé autant que je pouvais Lionel. Donc, j'ai eu ce rôle-là pendant 2 ans. Et puis après, l'autre école a grandi pour justement pouvoir développer d'autres écoles et qu'il n'y en ait pas qu'une qui a été créée à Boulogne-Billancourt. Et moi, je suis sorti à ce moment-là parce que, entre guillemets, pour le coup, j'avais fait ma part pour aider au lancement. Le projet était lancé et puis moi, j'étais encore en plein talent de soft, donc je voulais pas du tout être dans Ouais. je pouvais pas m'insérer dans une aventure qui allait grossière et j'aurais pas eu d'action plus que ça. Voilà. Donc moi, j'ai aidé à cette création, voilà, qui a été mon impact dans notre école et je reste extrêmement concerné par l'éducation puisque je guette en permanence ce qui se crée, comment je peux aider, que ce soit sur des applications digitales ou autres. Mhm. Donc je continue de regarder de près. Et là, justement, j'ai peut-être eu une idée sur le sujet dans lequel je m'impliquer. Donc, D'accord. parce que je pense effectivement profondément, ça peut paraître long d'attendre une génération. Mais Oui. voilà, voilà, j'ai commencé à bosser il y a 20 ans. Bah voilà, déjà 20 ans, c'est une génération. Donc finalement, ça peut aller assez vite quand même. Ouais. Et justement, toi aussi, après, tu me dis c'est trop personnel, mais de dire, est-ce que toi, tu as prévu aussi peut-être d'avoir des enfants ou plutôt de Oui, t'investir? oui, alors oui, puisque maintenant on se connaît bien, je peux complètement partager ça avec tes éditeurs. Je viens de me marier il y a quelques mois et oui, Ouais. évidemment, je veux des enfants. Et donc, et avec cette idée finalement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de est-ce que c'est raisonnable? Mhm. Je connais des gens aujourd'hui qui ne veulent plus d'enfants en disant je ne peux pas mettre des enfants au monde dans ce monde-là. Oui, c'est vrai. Moi, au contraire, je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir envie de transmettre ce en quoi tu crois.
avec toutes les erreurs que tu peux commettre et tout ce que tu vas transmettre de faux, probablement aussi. Mais cette idée de transmission pour que, en tout cas, élever un ou des enfants dans cette idée, encore une fois, d'œuvrer à la manœuvre. Ouais, moi, j'ai Mhm. pas tellement autre chose en tête, quoi. C'est Mhm. d'essayer d'aider à œuvrer, quoi, d'aider à la manœuvre, quoi. Ok. C'est pas autre chose que ça. Et du coup, d'élever des enfants dans cette optique-là, je me dis que c'est plutôt positif parce qu'il faudra bien réparer un paquet de choses et plus il y aura de gens enclins à réparer. Alors, est-ce que c'est drôle d'être celui qui vient pour réparer les conneries des générations précédentes? Non, mais après, c'est quoi? Le problème, c'est quelle est l'alternative? On baisse les bras et on dit, bah tant pis, on a tout Ouais, c'est abîmé, ça. bah, attendons la fin. Bon, on ne peut pas se résoudre à vivre comme ça, Non. hein, voilà. Donc, vu que moi, je m'estime comme quelqu'un de privilégié et de chanceux, je Mhm. pense que loin d'avoir l'idée d'avoir des enfants pour les pourrir, les gâter, que ça devienne des égoïstes qui essayent d'être dans une bulle, plutôt de dire, bah voilà, la bulle, c'est plutôt la terre. Donc, Mhm. tu veux être heureux dans ta bulle, bah essaye de voir ce que tu peux faire. Voilà. Et encore une fois, je ferai bien attention à pas tomber dans la dictature du bien que je Mhm. dénonçais il y a une demi-heure et de mettre une pression hallucinante sur un petit bout qui va naître en Ouais. disant, voilà, il faut que tu sauves la planète. Voilà. Donc, on revient sur Ouais, ouais. cette discussion d'il y a 20 minutes. C'est Ça pour ça va. que tout est équilibre et que tout ça est très compliqué finalement. C'est un équilibre fragile qu'il faut essayer de bâtir tout du long de sa vie et un équilibre dans un environnement qui change sans cesse, donc un équilibre qui change lui-même sans cesse. Voilà. Tu parlais justement d'environnement. Dans ton livre, tu dis que tu crois pas intrinsèquement au talent, mais que tu crois justement à l'environnement. Je trouve ça très intéressant. Moi, je parle de contexte, mais ça reste Ouais, dans le même, même chose. la même chose. Ce serait quoi? De créer justement son propre déjà environnement. Pas forcément le créer. Moi, si tu veux, c'est plus terre à terre que ça. C'est que j'ai Mhm. vu ce qu'on appelait des stars embauchées à prix d'or dans une entreprise. Alors d'ailleurs, on parlait de foot, c'est un bon exemple. Ou de sport en général. Moi, je suis plutôt basket américain. Ok. Euh, je vois chaque année des stars, pour le coup, puisqu'on peut apposer ce nom à quelqu'un qui fait vendre des millions de chaussures, des millions de posters, et qui met Clairement. des millions de paniers. Donc, tu as des stars embauchées, débauchées d'une équipe embauchée dans une autre. Et ça, moi, je l'ai vu toute ma vie professionnelle, des pseudo-stars embauchées qui s'éteignent complètement dans un environnement. Et Dieu merci, j'ai vu exactement l'inverse. Des gens qui végétaient dans leur job, dans leur équipe, dans leur entreprise. Tu les changes d'environnement, parfois juste de manager, parfois juste d'équipe, Mhm. euh, parfois de boîte, parfois de pays. J'ai toutes Carrément. ces histoires-là en stock. Euh, et là, le kidam, la personne vraiment à laquelle on faisait pas attention, bah, se révèle. Mhm. Et donc, ça, pareil, la pop culture est truffée d'histoires comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment. Alors, ça, c'est passionnant. Mhm. Parce que du coup, tu ne regardes plus jamais les gens comme des stars ou pas, justement. Mhm. Tu regardes juste la combinaison d'une personne et de son environnement. Et tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Et dans les deux cas, il faut comprendre. Et un bon manager, pour moi, est quelqu'un qui arrive à placer les gens qui l'entourent dans les meilleures conditions. Alors, je parle de conditions et pas d'environnement, puisque typiquement, si un manager essaye d'aider des gens de son équipe, bah, la personne de l'équipe en question ne va pas changer d'environnement au sens changer d'équipe. C'est Ouais. plutôt, elle peut changer de projet, elle peut changer parfois de place, d'étage, de collègues, de clients, de formation, d'outils. Mhm. Et après, la question du manager qui est extrêmement délicate aujourd'hui, là où l'époque du commande et contrôle était plus simple hein, pour les managers, voilà, tu brailles des ordres, tu dis aux gens, de toute façon, je vous paye, donc vous la fermez, vous faites ce que je vous dis. Oui, quand tu étais manager, c'était plus relax, quoi. Mhm. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas du tout relax d'être manager parce que il faut non seulement, d'une certaine façon, surpersonnaliser les relations par rapport à chaque individu, sans en faire des divas, tout en conservant l'alchimie et l'équilibre au sein d'une équipe. Mhm. Faut que tu dis ça. Ouais, c'est l'alchimiste de Paolo Coelho, quoi. Ouais. C'est carrément, on n'est plus très loin de Gandalf, c'est de la magie, quoi. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un aspect relativement magique pour moi à des managers qui arrivent. Alors ça, même chose dans le sport, dans les arts, on le voit. Quand le producteur des Beatles est mort,
2 ans après, les Beatles se séparaient parce que on était sur un équilibre éminemment instable. C'est quand même des gens qui avaient des 4 personnes à part Ringo, les 3 autres avaient quand même un pet au casque. Euh, Ringo était entre guillemets le plus normal, d'où certains de dire aussi que c'était pas le plus talentueux. Mais bon, bref, là c'est encore c'est un autre podcast. Ouais. Euh, et je peux pas juger si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas capacité. Je suis pas de cette époque-là. Je suis pas critique de rock. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que le producteur en locution, et c'est un manager, hein, le manager des Beatles faisait que ça tienne, quoi. Et en fait, tu le vois vraiment. Nigel Godrich, qui est le producteur historique de Radiohead, est considéré comme un membre de l'équipe parce que il permet essentiellement à ces gens éminemment torturés de canaliser ses doutes pour en faire de la musique et ainsi de suite. Donc en fait, il y a un aspect magique dans le management et c'est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on nomme des gens managers parce qu'ils sont bons dans leur domaine, ils ont performé. À Et moi, je l'ancienne. te dis, être manager, c'est un magicien. Ben là, c'est sûr que on parle pas de la même chose, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a des gens. Et alors, je te le dis de façon très arrogante, mais j'ai eu la chance de pouvoir démontrer dans ma propre entreprise, parfois, que je savais manager une équipe dont je n'étais pas du tout expert. Et dont chaque personne au sein de l'équipe était meilleure que moi. Mais j'arrivais à faire un peu ce phénomène Beatles, quoi. Faire qu'à la fin, ils sortent un album pas mal, même si je peux pas jouer de guitare, je sais pas chanter, mais Mm. c'est faire que eux, ils donnent le meilleur de nous. C'est ça un bon Euh, manager. il me semble en plus que le mot manager vient du mot ménager. Donc, ménager ses équipes à aussi faire en sorte que on avance vers le même objectif. Et tu parlais de basketball dans le documentaire The Last Dance, Ouais, oh là là, justement, où, où, magnifique ça. euh, où tu vois que alors il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, avec Dennis Rodman. Ouais, Donc, c'est un mec un peu extrême dans son monde. ouais, c'est tout allié. Et tu te dis, mais jamais je le mets dans dans une équipe, lui. Eh ouais. Finalement, en fait, c'est lui qui a fait que défendre Michael Jordan sur les rebonds, sur les trucs. Ouais, ouais, il a contribué. Alors, il a contribué en tout cas aussi de la deuxième partie de carrière de Jordan, pas Mm. Oui, oui. la première trilogie, mais la deuxième. Et avec Tony Scott, avec d'autres joueurs comme Steve Kerr, qui est aujourd'hui l'entraîneur des Golden State Warriors. Et en Oui. fait, Rodman, c'est très bien montré effectivement de la date. Donc, le documentaire montre à quel point il était ingérable. Mm, C'est-à-dire mm. qu'au lieu d'être à l'entraînement, il était en train de jouer Alors, la teuf à avec des Las filles Vegas. ou d'être dans un club de striptease à Vegas. Donc, Ouais. on est assez loin de l'entraînement et de l'hygiène du sportif qu'on peut imaginer. Mais en fait, le documentaire dit 2 choses intéressantes. Il y avait un respect de ce qu'il apportait Mm, et de qui il était. Donc, on n'a jamais essayé de transformer Dennis Rodman dans un joueur policé. Et mm, ça a été l'intelligence non seulement de l'entraîneur Phil Jackson, mais de toute l'équipe. Et Dezio, il y avait de la part de Dennis Rodman un respect immense vis-à-vis de Michael Jordan, de Scottie Pippen et de ce qu'ils avaient déjà accompli ensemble. Et donc, ça dit quoi là, sur cet exemple que tu donnes? Qu'il faut vraiment, encore une fois, respecter les gens pour ce qu'ils sont, mm. y compris dans leur bizarrerie. Et c'est amusant que tu parles de Rodman parce que moi j'avais, alors je ne veux pas du tout rentrer dans les comparaisons foireuses, mais dans le livre je parle d'un développeur très talentueux Oui, oui. qui n'était pas du tout aussi extrême que Dennis Rodman, mais clairement qui se faisait fort de ne pas arriver exactement à la même heure que les autres. Mhm. Il voulait se particulariser. C'était important pour lui de garder une forme de liberté. Que moi, alors je ne sais pas son manager direct, mais que je lui accordais volontiers ça. Je finissais toujours par dire, foutez-lui la paix. Et en fait, évidemment, et c'est juste, les autres disaient, mais imagine que tout le monde fasse ça. Et c'est vrai que si tout le monde faisait ça, tu pètes une équipe, tu peux Mm. péter une entreprise. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que des Dennis Rodman, et il y en avait pas beaucoup en NBA, il y en a quasiment qu'un. Mm. Des gens comme le développeur dont je te parle, en fait, dans la boîte, il n'y en avait pas beaucoup. Mm. Donc en fait, c'est vrai que si tout le monde se comportait comme ça, ce serait l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde se comporte Personne. comme ça. Voire personne à part cette personne-là. Donc du coup, c'est là aussi il faut admettre les dissymétries. L'univers, la nature n'est pas symétrique. Donc, il faut accepter qu'il y ait un peu de désordre dans un ordre que tu essayes de créer, qui s'appelle une organisation, un Mm. management. Et ça, c'est capital parce que derrière cette acceptation du désordre, c'est l'acceptation aussi des gens et de leur bizarrerie, quoi. Mm. Et, et donc, c'est pour ça que je le redis, c'est très, 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 très compliqué d'être un bon manager et je prétends pas l'être.
Mais en tout cas, j'avais ce goût d'essayer plutôt de faire de la permaculture qu'un jardin ultra bien ordonné, quoi. Justement, bon, les rebondissements de ce podcast seront assez. Mais c'est bien. C'est de ma Non, faute, ah non, non, désolé. non, non, du tout, parce que justement, des fois, c'est comme ça aussi que peut jaillir d'autres choses qui seraient pas sorties. C'est justement dans le Live Start Stop Story. Euh, J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'expressions, je me les suis noté, de cuisine. Je me suis dit, Ouais. Alexandre cuisinier aussi. Pas du C'est tout, ouais, je suis un piètre non, cuisinier, mais quoi. alors, du coup, mais dans le cadre du management notamment, hein, il y a pareil, beaucoup de dosage, de Ouais, recettes, de sauces secrètes, hein, mais pas ouais, trop. ouais. Et, euh, et créer un peu cette propre recette, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de dire, bah, en fait, tu pars de toi, et après, on fait avec ce qu'on a autour, et puis on verra bien un petit peu ce que ça donne à la fin. Ouais, moi, Unique, le titre avait un S entre parenthèses. Ouais. Et comme je disais, alors je suis un très mauvais vendeur parce que je disais, en fait, si vous avez compris le titre, vous n'avez pas besoin de lire le bouquin et de l'acheter. Donc, parce qu'en fait, il y a quelque chose à rajouter à tout ce que l'on dit, Valentin, c'est que je ne prône pas l'individualisme. Ça, c'est vraiment capital de le rappeler. Le S entre parenthèses voulait dire, une fois que tu as trouvé ta singularité, il y a un devoir, une responsabilité de mettre cette singularité au profit du bien commun. Et c'est toute la différence avec mettre un S ou pas entre parenthèses dans ce titre, c'est que si ça s'appelle unique sans S, là, il y a un risque d'individualisme. Hmm. Et donc, quand on parle de faire ses propres recettes, accepter le retard des uns, qu'un autre aille avec, ainsi de suite, Ouais. je suis pas en train de prôner laisser chacun faire ce qu'il veut dans son coin et vaille que vaille. Pas du tout. Parce que à l'inverse, je l'ai dit aussi, je crois profondément à la collaboration. Et derrière la collaboration, d'ailleurs, c'est exactement la problématique du télétravail. Je suis pour laisser les gens télétravailler autant qu'ils veulent. Vraiment. Avec une condition qui va faire que tout va se réguler. Si toi, tu décides de plus jamais foutre les pieds au bureau et que ça ne nuit en rien au collectif, je n'en pense rien. C'est si tu es Hmm. mieux comme ça et que tu fais mieux ton travail comme ça, reste chez toi. Hmm. Moi, c'est pas mon avis parce que je pense qu'à un moment donné, on a besoin de sérendipité, que des choses arrivent qu'on n'avait pas prévues et tout ça nécessite qu'on se déplace au bureau, qu'on rencontre des gens, voilà. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Mais ce qui est une bonne idée, c'est de permettre à chacun de se mettre dans les conditions dans lesquelles justement il sera le mieux. Donc, suite à ce qu'on disait, ça fait partie de concevoir l'environnement qui va bien pour quelqu'un. Mais dans l'environnement, il y a les gens. Et quand typiquement quelqu'un décide de plus mettre les pieds au bureau ou de dire, oh, mais moi le lundi, je viendrai pas, et puis un autre dit, moi je viendrai pas le mardi, et puis l'autre, bah, en fait, si chacun fait ça, les probabilités qu'une équipe se retrouve au complet une fois dans l'année, elles sont nulles. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux qui te rende bien, tant que tu gardes à l'esprit que ça ne doit pas nuire aux autres. Tu sais, la liberté des uns s'arrête là où commencent les autres. On peut sortir un 12 maximes qu'on nous apprenait quand on était gamin. Bon, en fait, ces maximes, elles avaient du sens. Hmm. Bah, c'était des règles de base de vie en société. En fait, c'est les fables de La Fontaine, c'est tout ce que tu veux. Hmm. Et donc, en fait, si tu gardes juste, le manager dit juste une chose. Tout le monde fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais à la fin, il faut que le collectif fonctionne correctement. Hmm. Bah, tu vas voir, hein. Le télétravail full-time, ça se peut pas. Oui, mais moi je m'en fous, c'est lundi, je viendrai pas, ça se peut pas. Il y Hmm. a, et donc là aussi, un des rôles du manager, c'est d'aider chacun à accoucher de ses besoins et de comprendre celui des autres. Voilà, je pense que entre guillemets, j'allais dire c'est pas plus compliqué que ça. Bon, en fait, c'est super dur, mais c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, enfin, moi, ma position à ça, parce que on parlait qu'il y a beaucoup de poids, du coup, qui reposait sur un manager et de compétences. Imagine bien enfin, aller exercer. Après, il y a des logiciels, il y a des supports qui peuvent aider à ça. Mais justement, moi, mon point de vue, c'est aussi de dire, bah, si individuellement, euh, on arrive à mieux extraire, pas seulement les pures bonnes vieilles compétences, c'est aussi de dire tout ce qui est maintenant savoir-être, etc. Mais Mm. même, je pense qu'on est vraiment comprendre dans le contexte dans lequel on est, savoir que là, on va être bon à l'avance, et du coup, de pouvoir le communiquer, parce qu'effectivement, soit on met le paquet que sur les managers, et donc du coup, c'est, on va dire que c'est un postulat, euh, ou aussi de dire, bah, je développe dans un épisode de podcast notamment, on a un mode d'action aussi qui fait que bah, si on se met dans le bon objectif, le bon contexte, bah, on va développer des rapports. Alors, il y en a qui seront plus
très fort dans l'harmonisation des relations, d'autres, ça sera sur développer une vision pour telle et telle chose. Bon, c'est des choses génériques, mais pour comprendre l'idée. Et, euh, et justement, tu en parles dans ton livre, parce qu'à un moment donné, tu dis, bah, faut aussi communiquer ça à son manager. Ouais, mais si on part de, pas zéro, mais de peu de choses ou de peu de matière, bah, on va dire qu'on complique un peu la tâche. Encore, on parle de quelqu'un qui bosserait dans une boîte sans parler d'entrepreneuriat, quoi. Du coup, ma question, c'est peut-être, est-ce que ça serait pas aussi pertinent c'est plutôt ta vision des choses par rapport à ça, de bah, mieux se comprendre d'abord soi-même avec des outils, des moyens, une démarche personnelle, plutôt que d'attendre ça de l'entreprise. Oui, bah bien sûr. Dans un monde idéal, oui. Mm. L'entreprise, si tu veux, mère de toutes les solutions à tous tes problèmes. On revient sur un truc, si tu veux, qui est très le monde à la Michelin. Finalement, on va retourner dans un monde très paternaliste où on est là pour régler tes problèmes, t'écouter. Donc, évidemment, dans un monde idéal, c'est pas à l'entreprise de faire tout ça. Mm. Comme peut-être dans un monde idéal, c'est pas à l'école de t'aider à te découvrir, c'est à ta famille. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Donc, Mm. pour que l'école n'ait pas à aider les gens, à aider les enfants à se découvrir, il faut qu'il y ait une structure familiale Mm. hyper apte à le faire. Est-ce que c'est toujours le cas? Je sais pas. Bien sûr qu'il y a un travail personnel à faire pour essayer de pas emmerder tout le monde. À commencer par avec ces desiderata de oui, mais moi je viendrai pas à cette heure-là et tout, parce que finalement, tu Mm. peux le prendre dans l'autre sens, genre, mais faut règle tes problèmes et viens travailler après. Mais c'est pas comme ça la vie, quoi, entre guillemets. Mm. Donc, Mm. à ce titre, pourquoi l'entreprise viendrait s'immiscer là-dedans? Simplement parce que c'est un lieu dans lequel on passe au bas Mm. mot 8 heures par jour pendant 40 ans et peut-être maintenant 45 de sa vie, quoi. Donc à ce titre-là, il n'y a pas d'endroit où on passe plus de temps dans notre vie. Donc à partir du moment où on a tous nos pets au casse, nos handicaps et compagnie, et que ça va forcément altérer cette vie en société, j'adore le mot société parce que c'est société civile puis c'est aussi l'entreprise, Mm. bah, c'est pas complètement délirant que l'entreprise, sans retomber dans une forme de paternalisme qui passe son nom à la Michelin, et j'ai rien contre Michelin, mais je veux dire, on a collectivement dit, tiens, on veut plus faire comme ça. Donc c'est Mm. parce que plutôt on se le dit collectivement, parce que c'est peut-être très bien comme ça, et moi je ne pense rien de spécifique de Michelin. C'est juste que ça ne me semble pas être la tendance, c'est pas tout à fait lié à l'entreprise libérée, quoi. Mm. Et après l'entreprise libérée, il y a plein d'autres problèmes, mais je veux dire, la tendance est plutôt pas à ça. Donc, du coup, ça veut dire que, bah, tu sais, c'est un peu ce qu'on a vu finalement pendant la crise du Covid. C'est entre État libéral, État-providence. Ben, j'ai le sentiment qu'en fait, il faut faire un peu des deux. Si tu n'es que dans l'État-providence, Il y en a qui je vont pense pas être qu'il y a, contents. bah non, et puis il n'y a plus de prise, il y a plus de responsabilité individuelle et C'est ça. il peut y avoir un arrêt de la machine. À l'inverse, c'est qu'un État libéral, t'as qu'à aller voir à New York. La différence avec Paris, c'est qu'il y a la moitié ou les deux tiers des commerces qui ont fermé. Alors, Mm. c'est New York, ils vont se réouvrir s'ils ne sont pas déjà ouverts, mais confirmé parce que bah, quand tu n'as pas du tout d'état-providence, bah, tu n'as pas d'aide, ton Mm. loyer tombe quand même, et puis bah, tu fermes. Ouais, Donc, si tu veux, de la même façon, donc là, j'ai parlé plutôt de société civile, de la même façon, dans une entreprise, c'est le bon ratio entre l'aide que tu peux proposer à quelqu'un et du chemin personnel qu'il doit parcourir. Et je ok. pense que finalement, pour moi, l'entreprise, elle doit proposer et les individus doivent disposer. On ne peut pas forcer aux Mm. gens de faire une démarche personnelle dans un cadre professionnel, mais peut-être qu'on peut leur proposer des outils qui leur serviront aussi personnellement parce que bah, ils n'ont pas la possibilité de disposer de ces outils dans leur vie, quoi. Ok, bon, ben, intéressant comme point de vue, ce subtil équilibre à avoir. Ça marche. Trois petits points juste pour conclure. Moi, je pouvais pas passer à côté de cinéma, hein, évidemment. Ah, Je pouvais pas- et en plus, t'en parles dans le bouquin, c'est de Top Gun. Qu'est-ce qu'on parle? ouais. Qui est mon film préféré. Bravo. Qui est d'abord bah, le premier, hein, évidemment, et puis bon, le deuxième, Ouais, je suis allé à l'ouverture. Mais ok. justement, qu'est-ce qu'on peut... j'ai fait un épisode, on va dire, là-dessus, mais qui était plutôt axé sur la manière qu'ils ont de s'entraîner, notamment Ouais. dans la première avec la pratique délibérée, sur comment bah, devenir en tout cas un peu plus excellent dans son domaine.
Donc toi, qu'est-ce que juste le C'est une truc que bonne tu ferais? transition, c'est une très bonne transition, Valentin, parce que c'est une très bonne illustration exactement de notre 5 minutes sur le thème équilibre, Mhm. État-providence et libéral, parce que finalement, Top Gun résume un peu ça pour moi. Tu as une notion d'excellence individuelle et de compétition extrêmement forte entre les pilotes, que Mhm. ce soit le 1, que ce soit le 2. Puisque le 2, bon, tu m'accorderas peut-être le fait que c'est plus un remake du 1 qu'une suite, puisque Ouais, finalement, tu peux retrouver quasiment les mêmes séquences et autres, mais version 2022 et c'est très bien foutu et plus de budget. et beaucoup plus de budget. Euh, mais néanmoins, tu as cette quête d'excellence individuelle et de vraiment, pour le moins qu'on puisse dire, de prise en main individuelle que personne ne peut faire à ta place. Et les deux films montrent très bien qu'aussi bon que tu sois, tu as besoin des autres. Mhm. Et qu'à un instant donné, pour une mission, elle ne peut pas reposer sur un messie, un sauveur, que cette figure est morte. Et les deux films le montrent très bien, mais bon, ça m'a encore plus marqué là, parce que peut-être que j'y ai prêté plus attention que quand j'ai vu la première version que j'avais 11 ans. Euh, 83. c'est 85, je crois, si je dis pas 5, de bêtises. voilà. Donc, j'étais pas bien vu en tout cas. C'est que finalement, la mission ne vaut que parce que il y a une vraie entraide et donc c'est comment chacun peut devenir le meilleur. C'est une très bonne analogie avec le tennis aussi, parce que Nadal, il y a le quatuor ou le trio magique, Federer, Nadal, Djoko, avec Murray aussi qui faisait partie du quatuor. Assurément, les trois, disons, qui n'auraient jamais été aussi forts individuellement, avec la volonté de systématiquement battre l'autre, s'il n'y avait pas eu les deux autres ou les trois autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le film Top Gun, c'est qu'on voit bien qu'il y a une nécessité d'avoir envie d'être le meilleur dans une optique de pousser sa technique, ses compétences aussi loin que tu le pourras, mais que tu ne peux pas le faire pour briller. Tu dois le faire pour qu'une mission s'accomplisse, et cette mission repose sur beaucoup de gens, pas que Mhm. toi, jusqu'au gars qui va préparer, ou la fille qui va préparer l'avion, ainsi de suite. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est le rapport aux règles. On en parlait aussi dans ton podcast. Finalement, quand Tom Cruise systématiquement contrevient aux règles érigées par l'académie, l'institut, ses boss, ses dirigeants, appelle ça comme tu veux, pour quelle raison il le fait? Et quand il contrevient aux règles, il le fait parce qu'il le pense que c'est plus intéressant pour l'équipe et que l'équipe ne peut pas y arriver autrement. Donc il se met en risque individuel pour le bien commun. Avec ce truc terrible, c'est que si il gagne à la fin, tout le monde dira que c'est un génie et un héros, et s'il Mhm. perd, on va le foutre en tôle, quoi. Mhm. Et ça, c'est une bonne métaphore de la vie de tous les jours aussi, parce que tu es le génie d'un jour et le paria du lendemain, Mhm. parce que bah, quand tu tentes un trou qui sort de la norme, il n'y aura pas du Ouais, tout la même audience par rapport au fait que tu sois sorti du cadre. Et donc ok. ça, bon, ça, je n'ai pas de solution à ça. Quand tu sors du cadre, il faut en avoir en tête en tout cas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais, vu que tu as une culture du coup de plein de différentes choses comme on l'appelle entre guillemets pop culture, est-ce que tu auras un film, un documentaire, un ou plusieurs, hein, mais on va peut-être rester sur trois, euh, un livre ou un mix Mm. de choses où tu te dis bah ça pourrait en tout cas aider les personnes à avancer, que ce soit dans leur cheminement, que ce soit peut-être ouvrir tu parlais de sérendipité, peut-être ouvrir un pan, on se dit tiens, Mm. euh, toi ça t'a apporté évidemment. Écoute, moi, dans ce qui m'a apporté, oui, juste sur une mode pop culture, sur une des séries finalement assez récentes, il y a Ted Lasso, qui est une série que j'ai vraiment appréciée parce que c'est une série punk en fait, D'accord. qui prône la bienveillance à l'ère du cynisme, qui vraiment parle aussi bien de valeurs que d'individualisme versus collectif. Il y a énormément de choses, donc j'en parle là. Elle illustre beaucoup de choses dont on a parlé, toi et moi, aujourd'hui. Ok. Un film qui m'a marqué, donc Forrest Gump, je l'ai cité très courtement, mais sur le thème de talent intrinsèque versus talent environnement, sur le thème de l'ouverture à la vie, Ouais. à autrui, sur le thème de la mise en risque individuelle au profit du bien commun. Le film en résume, illustre beaucoup de ce dont on a parlé aussi. Donc là, voilà, une série Ted Lasso, un film Forrest Gump, et puis un livre de Suzanne Kern. Et pourquoi ça m'a aidé? Parce que finalement, c'est un livre qui te montre le pouvoir des introvertis. Et là aussi, ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit. Donc, j'essaie de trouver trois éléments qui fassent un peu conclusion de tout ce dont on a parlé.
Et aux extravertis de comprendre que il faut aussi savoir faire de la place aux autres parce qu'un extraverti gagnera à créer un peu d'espace pour qu'un introverti puisse s'exprimer et c'est gagnant pour les deux. Et le livre de Susan Karen m'a vraiment énormément aidé dans ma vie parce que je suis plutôt introverti et ça m'a décomplexé à bien des égards. Hmm. Puisqu'introverti ne rime pas à être timide, hein. C'est aussi ce qu'elle explique et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux te partager. Puis alors, dans le registre beaucoup plus léger, tu as aussi des biographies qui sont extraordinaires. Moi, j'avoue que celle de Bruce Springsteen m'avait beaucoup plu parce que dans le genre, on l'attendait pas là, on voulait pas de lui, son environnement socio-affectif le décourageait de faire ça, et il Ah, avait pas du tout ce qu'il fallait à la base pour devenir la personne qu'il est devenu. Mais juste, il avait un rêve, juste, il a travaillé comme un fou, juste, il a rencontré quelques personnes. Voilà, c'est un bon résumé aussi de tout ce qu'on s'est raconté, quoi. ok, merci du partage. Et puis pour finir sur toi, justement, je trouve que ça fera une bonne conclusion. Tu dis que justement, lorsque tu atteins un certain seuil d'énervement face à un problème donné, il est temps de se Ouais. mettre en mouvement pour tenter de le résoudre. Alors du coup, je pose la question, Alexandre, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne envie de te mettre en mouvement? Ouais, ce qui m'énerve aujourd'hui, ce qui correspond à la conclusion de mon livre, en fait. La conclusion est en exacte résonance avec ta question. C'est l'absence de responsabilité des dirigeants, des entrepreneurs, de toute personne en train de faire quelque chose, d'agir par rapport aux problématiques de notre temps. C'est à chaque fois que je vois de l'intelligence, du temps, des gens se réunir pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, alors c'est éminemment subjectif. Ça tend à m'énerver. L'exemple très concret, c'est les start-upers qui sont vraiment parfois très talentueux et qui s'évertuent à devenir une licorne ou gagner de l'argent plutôt qu'à essayer de résoudre un des problèmes, par exemple, environnementaux, puisque c'est quand même, à mon avis, les problèmes majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui et auxquels on va être de plus en plus confronté. Et plutôt que d'essayer bah, voilà, d'aider à la manœuvre et d'aider à résoudre ces problèmes environnementaux, tu fais un truc dans un univers numérique dont tout le monde se fout, qui polluera davantage et qui servira finalement à rien d'autre qu'à divertir deux, trois personnes. Hmm. Ouais, ça me rend fou, ça. Ok, Ça me rend fou parce que je me dis, pour moi, c'est du gâchis. Pour moi, ok. c'est du gâchis. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, pour moi, une forme de devoir, et tant pis si c'est un peu moins marrant qu'hier, de se Hmm. dire, est-ce que vraiment ce en quoi je vais investir 5 ans de ma vie, des millions, du temps, des recrutements, est-ce que ça en vaut la peine, quoi? Est-ce que ça en vaut objectivement la peine? Et on peut être objectif. Là, l'objectivité, c'est est-ce que on va respirer un peu mieux demain ou pas, quoi. Et puis évidemment, ce qui m'énerve directement corrélé, c'est l'absence de diversité justement dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans l'écosystème tech. Encore une fois, c'est pas de la démagogie, c'est pas pour, tu vois, dire un truc genre oh, je ne supporte pas l'injustice, c'est tout. Ok, personne ne supporte l'injustice et tout le monde aimerait Ouais. plus de diversité. La question, c'est pourquoi on perd collectivement à ne pas amener plus de diversité parce qu'à à tous voir les choses de la même façon, parce que c'est plutôt masculin, comme là, c'est plutôt blanc, c'est plutôt environnement aisé. Ben, on voit les choses sous un prisme qui n'est Ouais. qu'un prisme. Du coup, on va moins bien résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Ok. Donc, c'est presque égoïste de nouveau. On en a besoin, en fait. Mhm. Et en plus, oui, humainement et éthiquement, socialement, bon, en plus, c'est juste pas cool, quoi. Donc, il y a juste un gros problème. Donc, effectivement, si on pense à l'aspect éthique et social, non, j'ai pas tellement envie, et tu parlais des enfants, j'ai pas tellement envie d'élever mes enfants comme ça. J'ai envie qu'ils ils s'amusent avec tout le monde, quoi. Pas juste des gens qui leur ressemblent. Est-ce que justement aujourd'hui tu as des projets qui vont dans ce sens, c'est en réflexion ou c'est quoi en Ouais, fait moi, que tu fais aujourd'hui? j'investis dans l'impact. Et Ok. l'impact, c'est au sens le plus large du terme. Donc, plutôt pour comment on peut un peu ouvrir côté réchauffement climatique, que ce soit justement sur la rénovation énergétique et tout ce qui est passoire énergétique, l'économie circulaire, l'aide aux Hmm. réfugiés. Donc, avec respectivement des solives circulaires, H1. Et puis aussi, bah, sur l'aspect diversité, c'est plutôt au sein de France Digital, des D'accord. réflexions en cours, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider, ou au travers d'accélérateurs comme 50 Partners. Voilà, donc D'accord. ils viennent de créer un fonds qui s'appelle Sista Fund. Donc pareil, ils prétendent pas changer le monde, mais au moins c'est un fonds Hmm. pour que les femmes qui ne se retrouvent pas forcément dans l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui aient une nouvelle aspiration. Voilà, donc très modestement, Valentin, Hmm. moi j'essaie juste de participer à ces initiatives-là, quoi. Ok.
Eh ben, écoute, merci en tout cas pour cette interview, Alexandre. Merci pour Merci à ta, toi, Valentin. ta coolitude. Non, mais tes questions étaient super. Je te remercie vraiment. Ben, écoute, c'est avec plaisir. Pour tous les auditeurs, eh ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que tu as apprécié cet épisode. En tout cas, pour moi, il m'a aidé à prendre beaucoup de recul sur mes projets à venir et ma vision des choses par rapport aux différentes rencontres que je peux faire. Toutes les ressources et liens cités durant l'épisode seront à retrouver dans la description de l'épisode. Maintenant, pour être sûr d'être informé des prochains épisodes que je posterai, clique sur le bouton s'abonner de ta plateforme d'écoute préférée et tu seras averti en premier des nouveaux épisodes à venir. Et justement, plein de nouveautés sont à venir. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast L'autre voix.